Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Comme vous avez pu le voir sur le petit message avant cette intro, cette histoire ne s'adresse pas à un public sensible, car traitant de la prostitution enfantine. Je fais rarement des sales pastas, même si la grande majorité de mes histoires utilisent un fond social et que je flirte souvent entre ça et des creepypastas. Mais celle-ci est sans doute la plus dure que j'ai pu écrire, à tel point que l'enregistrement audio a été compliqué à faire. Mais une sad pasta, ce n'est pas seulement une histoire. Cela sert principalement à dénoncer des faits odieux et pourtant vrais, afin de montrer que très souvent, la réalité est encore plus cruelle que n'importe quelle fiction. Le récit qui va suivre, bien qu'utilisant des personnages fictifs, relate une situation qui est malheureusement quotidienne pour des milliers d'enfants en Inde. Mais sans plus attendre, place à l'histoire, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Brisure. Pourquoi la vie a-t-elle fait de notre existence une continuité dans la souffrance à ce point? Pourquoi est-ce que les dieux ont fait de nous leurs petits jouets, leurs marionnettes dont ils ont tiré les fils jusqu'à ce qu'ils se rompent selon leur plaisir? Est-ce parce qu'ils sont jaloux de nous? Parce qu'ils n'ont pas accepté que notre innocence et la beauté du visage d'Isha puissent susciter la convoitise, l'envie que les autres ont d'être près d'elle, au point de dénier les prières à leur rencontre? Eux, ces dieux censés protéger le peuple? Elle n'a pas demandé à être comme ça. Je n'ai pas voulu non plus cette attention, cet intérêt que l'on portait sur elle à chaque fois que notre mère nous laissait, Isha et moi, au bon soin d'une de ses collègues de travail, dans l'un des salons privés du rez-de-chaussée. Le temps pour elle de s'occuper du client régulier l'ayant demandé, l'œil attentif du garwali dont elle dépendait, montant à l'étage, sans même un regard à notre attention. Pas qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'en avait pas le droit. C'est ainsi que se passait la plupart de nos journées, passant sous la surveillance d'une des filles du bordel à l'autre, au gré des hommes passant le seuil de la porte de l'établissement, situé en plein cœur du quartier de Kamatipura, au sein de Bombay. Une situation qui est le quotidien de près de 80% des prostituées travaillant en Inde, obligées de vivre avec leurs enfants nés de relations non protégées pour obéir au garwali, arrêtant des demandes offrant plus de revenus de la part de riches clients, venus spécialement pour profiter du tourisme sexuel du pays, dont les victimes principales sont les enfants. Cible privilégiée de pédophiles en puissance, de pervers de haut niveau, n'hésitant pas à faire des milliers de kilomètres pour assouvir leurs fantasmes envers de très jeunes filles, ou même, pour les plus extrêmes, de garçons. Parfois, les salons étant occupés par des VIP de la maison, le nom donné aux établissements du même type, nous étions à la vue de ceux qui étaient appelés la caste des Trimurti, des clients parmi les plus riches, et à qui le garwali autorisait tous les excès. C'est ainsi que ma sœur attira l'attention de l'un d'eux, parlant avec elle, avec son air proche de celui d'un prédateur, utilisant des mots doucereux, caressant les cheveux, les joues, et offrant des cadeaux. Je l'observais sans rien dire, ma position de simple progéniture d'une des filles de la maison me mettant au même niveau qu'un objet dont on pouvait disposer sans demander son avis. M'interposer entre ma sœur et lui aurait pu valoir de graves problèmes à ma mère, et je ne pouvais pas risquer de la voir encore une fois se faire frapper par le garwali et offrir à notre vue ses bras et ses jambes meurtris par des bleus. Des coups savamment dosés pour ne pas abîmer la marchandise, raison pour laquelle je n'ai jamais vu le visage de ma mère subir les punitions du maître de maison, ce qui n'empêchait pas de tenter d'étouffer ses gémissements de douleur en notre présence, Aïcha et moi, comme pour nous préserver de cet univers et de la souffrance qui l'envahissait depuis son plus jeune âge. Quand je fus en âge de comprendre un tant soit peu ce monde fermé dans lequel nous avions évolué, Isha et moi, la meilleure amie de ma mère m'expliquait que cette dernière avait été vendue par sa famille alors qu'elle n'avait que 13 ans. Afin de rembourser des dettes auprès du propriétaire de la maison dans laquelle elle vivait avec eux. Elles deux partageaient la même maison, tout comme deux autres familles, dans l'un des bidonvilles sales de Bombay, qui était le terrain de prédilection des chasseurs, œuvrant pour le compte de réseaux de prostitution et autres délits tolérés par une police corrompue jusqu'à l'os. Un commerce courant sur lequel les autorités fermaient les yeux régulièrement, en retour d'une somme conséquente, avec la complicité des propriétaires des demeures insalubres qu'ils proposaient à des familles défavorisées, en échange de travail clandestin, pour payer le droit d'habiter dans ces antres où la misère vivait en toute indifférence des regards extérieurs.
Pour bénéficier de meilleurs avantages de vie, des familles n'hésitaient pas à vendre leurs filles, leurs fils, promis à une vie où ils apprendraient à offrir leur corps à de riches touristes. Un apprentissage perpétré par le Garwali pour leur inculquer le métier, profitant d'elles à outrance, jusqu'à ce que leur expérience soit suffisante pour intégrer le rang des filles de la maison, faisant la joie des adeptes du tourisme sexuel habitués de l'établissement. Des nuits entières de souffrance où leurs pleurs ne trouvaient aucun écho pour les sauver, condamnés à accepter leur sort. Et si ces apprentis refusaient de monter à l'étage avec les clients une fois qu'elles avaient acquis la promotion, le terme utilisé par le Garwali de la maison, elles subissaient des punitions sévères. Je suis né aux 15 ans de ma mère, après une grossesse sans aucun confort, parqué comme les autres dans les sous-sols de l'établissement, dans de simples remises aménagées sommairement. Des lieux qui se limitaient à des paillasses à même le sol, avec des seaux servant de toilettes, dont le contenu était jeté par les fenêtres une fois plein. Une opération effectuée à tour de rôle par les filles vivant dans ces pièces insalubres. Comme toutes celles avant elle, ma mère avait néanmoins bénéficié de la solidarité des autres filles pour l'accouchement. Il n'était pas rare que des filles mouraient de ces conditions lors des naissances. Parfois c'était le bébé, et parfois les deux. Des hommes étaient chargés de venir récupérer les corps, sans que les filles sachent ce qu'ils faisaient des cadavres. Des rumeurs persistantes racontaient que leurs organes et les parties de leur corps les plus utiles d'un point de vue commercial étaient revendus à des gérants de réseaux spécialisés. Ce qui ne pouvait pas servir était jeté dans le Gange, ou était utilisé comme matière première pour confectionner des farines animales, destinées aux fermiers des alentours, à des prix exorbitants, sans que ceux-ci ne s'interrogent sur la nature de ces produits aux vertus agricoles indéniables. Les enfants qui survivaient étaient élevés par leur mère et les filles de la maison, se partageant les tâches. Dans de rares cas, certaines maisons avaient des nourrices qui s'occupaient de cette fonction, au sein d'un bâtiment prévu à cet effet. Généralement accolés à l'établissement, ces lieux avaient de meilleures conditions sanitaires. Les Garwali, voyant ces enfants comme une source de revenus futurs, parce qu'ils avaient survécu à leur naissance, étaient donc propices à tenir le coup au sein de la maison. C'est tout ce que les filles de ces établissements étaient aux yeux des Garwali. De la marchandise, rien de plus. Des objets devant obéir à toutes les demandes des clients, sans rien à redire, quelles que soient les exigences de ces derniers, quelles que soient les souffrances endurées. Certaines pratiques étant presque des moments de torture, avec l'utilisation d'instruments semblant sortir d'une époque révolue et rabaissant la femme quasiment au rang d'animal domestique. Des pratiques qui pouvaient aussi amener les filles à contracter des maladies incurables, comme le sida ou d'autres IST de même ampleur, signifiant leur fin. Une fois leur maladie établie, du fait d'examens médicaux opérés par des médecins complices et rémunérés pour leurs actes, elles étaient mises à la rue, sans ressources, sans aide. Elles étaient dans un tel état de faiblesse que personne ne voulait qu'elles s'approchent d'eux, ne parvenant pas à trouver une âme charitable pour éviter la famine qui les menaçait, et mouraient dans une ruelle sombre, avant d'être ramassées par les services de voirie ayant l'habitude de ces corps, et ne les voyant que comme une corvée supplémentaire de leur tournée, au même titre qu'un chien écrasé. J'ai vu de nombreuses fois ma mère emmenée dans la chambre des punitions. Les filles désobéissantes, pour n'avoir pas voulu se prêter aux exigences sadiques des clients, étaient emmenées par le Garwali, où elles subissaient des remontrances, à coups d'aiguilles chauffées à blanc sur des parties parmi les plus sensibles du corps. Quand ce n'était pas des coups de poing ou de pied sur des parties ne pouvant être vues de manière détaillée par les clients, et pouvant occasionner une plainte de ceux-ci pour marchandises défectueuses. Ce qui causait un manque à gagner important pour la maison. Les punitions se devaient de rendre compréhensibles les filles, tout en ne cachant pas leur potentiel de service à la clientèle. D'autant que la majorité de celles-ci venaient d'autres pays. Des hommes venus spécialement pour bénéficier de filles jeunes dans le pays, et dont le coût de déplacement pour cela leur permettait des exigences en termes de qualité des produits qu'ils demandaient aux maisons dont ils franchissaient la porte. À l'issue de ces punitions, ma mère cachait sa détresse du mieux qu'elle pouvait face à nous en nous croisant, alors qu'elle se rendait à nouveau à l'étage, tremblant comme si elle se rendait à une exécution publique. Je ne voulais pas qu'elle subisse une nouvelle torture de la part du Garwali, simplement parce que les gestes d'un de ses prédateurs montraient clairement son intérêt pour Isha. Mais elle n'avait que 12 ans. Mon cœur de frère se serrait à l'idée qu'elle puisse servir de jouet à l'un de ces monstres sans la moindre compassion, ne voyant pas en elle une enfant, mais un simple accessoire servant à satisfaire leur libido perverse. Le jour où cet homme est revenu, une valise à la main, et fixant Isha, j'ai vite compris la situation. Il était prêt à verser une somme faramineuse pour avoir la possibilité de disposer d'Isha dans une de ses chambres discrètes situées au rez-de-chaussée de la maison, afin d'être caché des yeux de ma mère, et éviter une réaction de celle-ci qui ne pourrait que nuire à la réputation de l'établissement. À ce moment-là, ma mère était occupée à l'étage, et ne pouvait donc pas être témoin de l'accord monstrueux se déroulant en silence entre le Garwali et l'homme. Je vis ce dernier confier la valise qu'il portait au bourreau de ces lieux, esquissant un sourire satisfait. Garwali et lui se rendaient ensuite dans une petite pièce, sans doute pour vérifier la somme.
Au bout de quelques minutes, le Garwali et Amrish sortaient de la pièce en même temps que l'homme, le sourire aux lèvres, se dirigeant vers Isha et indiquant un couloir situé sur la droite après l'accueil. Je le vis passer devant moi Isha, scrutant le visage de celle-ci tel un serpent se délectant de la proie qui va lui être offerte avant de s'engager dans le couloir. Je n'avais jamais eu le droit de me rendre dans cette aile de l'établissement, mais je savais ce qui s'y passait pour avoir vu d'autres enfants présents dans la maison s'y rendre. Quand ils revenaient de ce couloir, ils avaient les yeux figés dans le vide, parvenant plus à parler, tremblant et sursautant quand l'un des autres enfants tentait de lui parler ou le toucher, victime d'un traumatisme évident. Un jour, l'un d'entre eux, Aresh, plus costaud que les autres, psychologiquement parlant, parvint à dire ce qui se passait dans ce couloir. Un endroit qui était également interdit aux filles plus mûres, mères des enfants présents au sein de la maison. Sans doute pour qu'elles ne puissent pas entendre les cris déchirants de détresse, de douleur, de désespoir de leurs enfants qui y avaient été amenés, parfois à leur insu, d'autres fois avec leur accord forcé par Amrish. Dans les deux cas, elles ne pouvaient pas s'opposer au désir de ce dernier d'utiliser leur fille ou leur fils, de servir de proie, sans que certains ou certaines d'entre eux n'aient eu au préalable le même apprentissage perpétré par Amrish. Les enfants qui étaient envoyés dans ce lieu de souffrance y perdaient à la fois leur virginité, leur enfance et l'espoir, livrés sans vergogne aux mains de ces animaux humains qui les souillaient et détruisaient leur esprit pour beaucoup d'entre eux. Au bout d'un moment, je vis Amrish prendre le poignet d'Isha. Je voyais sa résistance, ses larmes, ne voulant pas être séparées de moi. Je voyais son visage semblant me crier à l'aide, venir la sauver des griffes d'Amrish. Et je ne pouvais rien faire. Le moindre geste de ma part aurait eu des conséquences désastreuses, aussi bien pour moi que pour elle. Et surtout pour notre mère, qui aurait eu droit à une nouvelle visite de la chambre des punitions pour notre désobéissance. Alors, je me suis tu, forcé d'entendre les cris d'Isha emmenés vers ce couloir. Une rage montait en moi, mais je ne pouvais pas la laisser sortir. Je ne pouvais que laisser couler des litres de larmes, souffrant en silence, car je savais qu'Isha ne serait plus jamais la même en sortant de ces temps de destruction mentale et physique. Ce lieu où l'enfance est annihilée de plein fouet, les corps souillés de toutes parts par des hommes avides de chair jeune et fraîche, sans se préoccuper des conséquences de leurs actes sur leurs jeunes victimes, aussi bien des filles que des garçons. Je serrais les poings en parvenant à entendre malgré moi les sons que je savais venir de la bouche d'Isha, creusant le bois du meuble de l'accueil. Sentant ma rage, Dina, la meilleure amie de ma mère, me prit dans ses bras, me serrant fort, avant de me proposer de venir avec elle dans la pièce servant de chambre aux enfants, ceux-ci faisant chambre à part des adultes au sein de la maison, mais libres d'accès aux mères voulant passer du temps avec leur fils ou leur fille. Je savais que c'était pour me protéger, pour ne plus avoir à entendre les cris lointains d'Isha se faisant déflorer de manière inhumaine par un de ces trimurtis qui faisaient la fortune d'Amrish. Je ne pouvais que la remercier pour ça. Néanmoins, une fois dans la chambre, je me prostrais dans un coin, craignant le regard accusateur d'Isha à son retour, pour ne pas avoir su la protéger comme je lui avais promis. Des paroles inutiles quand on vit dans un monde tel que la maison. Personne ne peut être protégé, et l'innocence est la première victime du mal qui existe en ce lieu. Quand Isha revint, je n'arrivais même pas à me lever. La culpabilité que je ressentais à ce moment alourdissait tellement mon corps que j'étais incapable de faire le moindre geste. Isha ressemblait à un de ces malades déambulant dans les rues que je voyais parfois par les fenêtres, avec les yeux portés au lointain, comme les autres enfants que j'avais vus revenir de ce couloir avant elle. Son sourire, plein d'innocence qui l'illuminait habituellement, avait complètement disparu. C'était comme si sa vie s'était éteinte à l'intérieur d'elle. Elle s'asseyait à côté de moi, presque mue par un instinct qu'elle-même ne contrôlait pas, sans dire le moindre mot. Je ne parvenais même pas à définir si elle respirait encore. N'y tenant plus, je me jetais dans ses bras, pleurant comme jamais je ne l'avais fait, sous les yeux interdits de Dina qui quittait la pièce, consciente que tous les mots de réconfort qu'elle pourrait dire ne pourraient pas atténuer la souffrance qui me submergeait. Et je n'imaginais même pas ce que ma mère ressentirait en apprenant qu'Isha avait arpenté le couloir des larmes, le nom qu'on donnait à ce lieu infâme où l'enfance disparaissait en l'espace de quelques instants, passé avec un être qui ne méritait même pas le nom d'homme. Ce n'était qu'un animal de la pire espèce. Isha n'a plus jamais parlé après ça, malgré les efforts conjugués de ma mère et moi de multiples reprises. Un état qui lui a évité d'être servi à nouveau en pâture à un autre de ces monstres, car sa vision d'être sans vie pouvait nuire à la réputation de l'établissement, selon les mots d'Amrish. Mais c'était une bien maigre consolation. Isha était détruite à jamais.
Je ne reverrai plus jamais ses yeux pétillants de joie, après que je lui ai dessiné les licornes qu'elle aimait tant sur un bout de papier. Je n'entendrai plus jamais ses petites plaintes à chaque fois que je soufflais sur ses petites constructions en allumettes qu'elle passait de longs moments à mettre en place, et son air réprobateur. Juste avant de s'amuser à cacher mon livre d'images préféré en signe de vengeance, et son amusement à me voir chercher l'endroit improbable où elle l'avait placé. Plus jamais je ne verrai la voir exécuter ses petites danses improvisées, faisant la joie des filles de la maison et des enfants ayant encore de la vie dans les yeux. Combien de vies ont-elles été brisées ici? Je ne les compte plus. Mais à vrai dire, aucune ne m'a fait autant de mal que celle qui s'est enfuie d'Isha. Ma mère a accumulé les punitions après ça, car elle ne trouvait plus de goût à travailler, et multipliait les plaintes de la part des clients, ne pensant qu'à l'état d'Isha, craignant qu'Amrish offre encore le corps de sa fille à un de ses prédateurs, pendant qu'elle était à l'étage. Un matin, Dina m'a annoncé que ma mère s'était donné la mort en se jetant par la fenêtre de l'une des chambres de l'étage, sous les yeux du client dont elle devait satisfaire les fantasmes. Et pour une fois, vu que ça s'était passé en plein jour, et devant de nombreux témoins, Amrish n'avait pas pu empêcher qu'une enquête de police soit ouverte, ruinant la réputation de la maison. Profitant de la confusion, Dina m'a emmené, moi et Isha, avec elle, fuyant les lieux au hasard des rues, loin de ce quartier qui avait détruit notre famille, notre espoir, notre enfance, notre innocence. Nous ne savons pas ce qu'il va advenir de nous. Nous n'avons aucune ressource. Et à cause du tatouage propre aux filles des maisons sur le bras de Dina, personne ne veut d'elle pour un travail, sachant ses origines de prostituée, afin d'éviter une mauvaise réputation auprès de leur commerce. La seule solution qui nous serait possible serait que Dina se fasse employer dans une autre maison du métier, dans une autre ville. Revenir vers Amrish après notre fuite signifierait une souffrance encore plus terrible pour elle, et pour nous aussi. Mais Dina ne voulait pas replonger dans ce monde. Elle voulait nous offrir une autre vie. Pour elle, c'était la moindre des choses que de s'occuper de nous, en mémoire de notre mère. Nous vivons de rapine, profitant de la rare hospitalité de couples âgés, sensibles à notre détresse, nous offrant le gîte et le couvert pour quelques jours, avant que nous soyons obligés de repartir. Il y a toujours le risque qu'Amrish nous retrouve et nous fasse payer l'affront que lui avait fait subir notre mère par son acte de désespoir. Dina a fini par trouver un passeur pour nous emmener discrètement hors de la ville. Elle a dû payer avec son corps pour cela, bien que cela la répudiait de replonger. Mais notre espoir de regoûter un semblant de bonheur loin d'ici était plus fort que ses propres attentes de sa vie, et elle n'a pas hésité une seconde, rien que pour nous. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si je reverrai le sourire d'Isha, si j'entendrai à nouveau sa voix, mais je garde l'espoir de revoir la vie renaître en elle, que je puisse expier ma faute de n'avoir pas su la protéger. La prostitution enfantine est un fléau que les associations ont bien du mal à endiguer, surtout dans des pays où cela est considéré comme quelque chose d'habituel qui choque peu de gens. Bien qu'officiellement interdit au sein des maisons de passe, nombreuses dans les grandes villes comme Bombay, la capitale, dans les faits, imposer à des enfants de se prostituer est courant. Et être un enfant dans ces maisons, fils ou fille d'une des résidentes, implique régulièrement de suivre la trace de ses parents. Les Guarani, les gérants de ces maisons, les considèrent véritablement comme des produits, au même titre que leur mère. Ces mêmes mères qui ont bien du mal à être libérées de ces endroits, car les associations, comme vous pouvez vous en douter, n'y ont aucun pouvoir. Et le laxisme des autorités, que ce soit au niveau local ou national, n'aide pas vraiment à changer la situation. Mais ce n'est pas le pire. Dans l'histoire, je vous ai révélé les conditions forcées des enfants issus de prostituées, devant vivre dans l'environnement de travail de celles qui leur ont donné la vie. Il existe des cas où ce sont les mères elles-mêmes qui choisissent de faire de leurs enfants des travailleurs ou des travailleuses du sexe, y voyant cette activité comme leur principale source de revenus. Très souvent, ce sont les pères ou les frères qui servent de proxénètes à des jeunes filles de 10 à 12 ans, et qui font la joie de touristes sexuels, cherchant un prix moindre par rapport aux maisons de prostitution officielles. Les garçons ne sont pas épargnés pour autant, au même titre que ce que je vous ai décrit dans l'histoire contée. Il y a même des clans pour qui cette activité est une tradition, se pratiquant de génération en génération, comme les baccaras. Et l'Inde n'est pas le seul pays à pratiquer le tourisme sexuel centré sur les enfants. Un grand nombre de pays asiatiques, comme la Thaïlande, pratiquent cette ignominie, mais aussi plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil, ou l'Afrique. Et très souvent avec la complicité de la police, en retour de pots de vin. Rien que pour l'Inde, sur environ 2 millions de prostituées, 25% sont des mineurs. Des chiffres qui ne prennent en compte que les filles. Mais de plus en plus, les garçons sont très demandés par les prédateurs adeptes du tourisme sexuel. L'Europe n'est pas épargnée, bien que moins prisée par ces prédateurs.
Régulièrement, des cas en Allemagne, en Tchétchénie, aux Pays-Bas et même en France ont été révélés par les médias. On recense environ 3000 à 8000 enfants par an victimes de prostitution dans notre pays. Au Brésil et à Taïwan, ce chiffre monte à 100 000, 20 000 au Mexique, 15 000 au Kenya, 60 000 aux Philippines. Auxquels il faut rajouter les sites internet spécialisés dans les vidéos impliquant des enfants se faisant abuser sexuellement, faisant partie de réseaux où sont parfois impliqués les parents. Même si nombre de ces réseaux sont régulièrement dissous, d'autres émergent pour prendre la place vacante. C'est un problème mondial soulevant l'indignation. Au total, près de 3 millions d'enfants sont concernés. Si vous-même avez la preuve d'un enfant soumis à des actes de prostitution avérés, il existe plusieurs moyens de le dénoncer. Le 119 d'abord, qui est le numéro officiel de dénonciation de maltraitance des enfants. Et surtout, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ACPE, une association française qui lutte contre ce fléau depuis 1986, aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous trouverez le lien de celle-ci en description de la vidéo, ainsi que l'adresse où les contacter par courrier, et un numéro de téléphone. Au nom de tous les enfants qui subissent ce mal dans le monde, et à qui je dédie cette vidéo, merci de vos actions présentes et futures pour les aider. Je vous dis maintenant à très bientôt, pour une nouvelle histoire de l'autre monde.